Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 105. C'est un épisode aujourd'hui interview et c'est une interview que j'ai réalisée avec PB Poncelin, qui est le fondateur de l'agence Copy Rockstar. Il est copywriter et il accompagne aujourd'hui les entrepreneurs et les copywriters à développer leur activité. Le copywriting, c'est une technique d'écriture qui permet de vendre efficacement ses offres et ses produits. Il aide justement les entrepreneurs à écrire des pages de vente, à écrire leur communication. Il donne la structure, il donne des formations pour pouvoir se former justement au copywriting et il accompagne également les copywriters à générer leurs premiers revenus grâce à ce métier. Et aujourd'hui, il diversifie ses activités, il nous en parle dans ce podcast, il voudra élargir sa cible et il va vouloir aider les personnes qui sont un petit peu en reconversion professionnelle, qui ne savent pas encore quoi bien faire de leur vie et il veut les accompagner aujourd'hui à développer un business rentable et à trouver surtout leur voie à travers justement cette nouvelle activité. Il nous parle de tout ça dans ce podcast, dans cet épisode, il nous parle de son parcours, il nous retrace son parcours au début de comédien, puisqu'il a vécu à Paris pendant une bonne partie de sa vie et pendant 10 ans, il a été comédien et il a eu plusieurs boulots en side project. Et puis en 2018, il arrête tout et il lance sa société et en 2020, il déménage, donc beaucoup de transitions pour lui, il nous raconte tout ça et surtout, il nous donne des techniques, des conseils. Il nous donne ses meilleurs conseils pour rédiger efficacement des mails qui convertissent, des mails qui permettent de vendre. Mais on a élargi ceci à plus que finalement les newsletters et les mails, mais aussi à toute la création de contenu que l'on doit faire sur les réseaux sociaux ou sur le marketing digital pour développer nos entreprises. Il nous donne vraiment des conseils très pertinents. Je vous invite à vraiment écouter ce podcast jusqu'au bout parce que c'est vraiment vers la fin du podcast où on aura toutes les clés pour pouvoir vraiment rédiger des mails qui impactent, rédiger du contenu qui impacte et qui permet de susciter l'attention et de vendre nos services. J'espère que ce podcast, cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur Apple Podcast en nous laissant un commentaire et de nous dire aussi sur les réseaux sociaux ce que vous nous en avez pensé. Ça m'aiderait beaucoup à développer encore ce podcast. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité et je vous souhaite une belle écoute. Hello PB. Hello Fanny, la forme? Ouais, et toi? La grosse forme. Merci beaucoup de me recevoir. Eh ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je dois t'appeler comment? PB? PB, ça le fait. Ouais, Ouais. PB, ça le fait. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères PB? Tout le monde t'appelle comme ça? Ouais, tout le monde m'appelle PB. Il y a que ma mère qui m'appelle Pierre-Baptiste quand elle est énervée ou Charlotte de Postadem aussi. Quand elle est énervée aussi? Quand elle passe en mode sérieux, ouais. Pierre-Baptiste. Exactement. Ok, bon, on va rester sur PB pour ce format podcast. Donc, je suis ravie de t'avoir. Écoute, j'ai 3 questions pour apprendre à te connaître un peu plus, comme ça, tout de Yes. suite, dès le début de ce podcast. La toute première, est-ce que tu peux te pitcher? Et je demande l'exercice en 30 secondes. Qui es-tu Ok. et que fais-tu? Ok, en 30 secondes, c'est parti, je regarde le minuteur en même temps. Je suis du coup PB Poncelin pour Pierre-Baptiste Poncelin. Je suis l'un des derniers, je fais partie de la dernière génération du coup, à avoir connu les cigarettes en chocolat, à avoir connu les baladeurs CD et Jacques Chirac président, donc je suis né dans les années 90. J'aime beaucoup manger du fromage comté, affiné, 16 mois et regarder la mer et comment j'occupe mes journées tout simplement aujourd'hui en accompagnant des personnes à gagner de l'argent grâce à leur créativité. Trop bien, ça c'est du pitch. Je vais te prendre en exemple pour les pitchs un petit peu, les accroches humoristiques, anecdotiques dès le début. Je vais te prendre en exemple tout le temps maintenant dans mes formations, c'est Trop obligé. bien. Ok, merci pour ça. J'ai une autre question pour apprendre à se connaître un peu plus. Si là, je t'envoyais sur ton compte en banque personnel 5 millions, 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec? Ok, alors 10 millions d'euros.
Putain, passer le moment où où tu te dis vas-y je vais acheter une moto parce qu'il y a une moto que je veux, qu'est-ce que je fais avec 10 millions? Moi je crée une boîte de prod, tout simplement, vraiment, bon après ça va peut-être pas consommer les 10 millions tu vois, mais sur les 10 millions je vais en utiliser quand même un maximum pour acheter des studios et produire des créateurs. Voilà ce que je fais avec 10 Nice. millions. Ok, pas de petits trucs perso, peut-être pas d'immobilier, des petits investissements à droite à gauche, non? Si, tu vois, je peux me dire, tiens, je vais acheter un appart, mais tu vois, c'est pas ça qui m'excite. Le projet qui m'excite, c'est vraiment la production, tandis que oui, je vais me dire, tiens, oui, effectivement, je peux mettre 1 million en IMO, ça va être cool, ça va être marrant, mais ça m'excite pas du tout. C'est vraiment pour faire de l'argent et avoir des biens, c'est sympa. Mais non, vraiment, 10 millions, moi, je lance ça. Et qu'est-ce que je peux lancer d'autre? Pourquoi pas ouvrir aussi un restaurant, tu vois, parce que je trouve ça cool. Mais j'utilise vraiment cet argent pour produire du divertissement. Ouais. Nice, ok. Et donc un restaurant peut-être sur la Côte d'Azur, parce que toi tu es à Nice, c'est ça? Exactement. Peut-être sur la Côte d'Azur, ouais, why not? Ça se négocie en bord de mer, un truc un peu sympa, les pieds dans le sable. Est-ce que tu as décidé d'habiter sur la Côte d'Azur à un moment donné ou tu es originaire de là-bas? Non, j'ai décidé, j'ai été adopté du coup par Nice en 2020 entre deux confinements. J'habitais à Paris depuis 10 ans et j'ai décidé de me barrer de cette ville des enfers. Oui, on va pouvoir en reparler parce que tu nous diras ce que tu faisais avant. Et la dernière question pour se prendre un petit peu à se connaître un peu plus comme ça, ce sont tes mentors ou les personnes qui ont pu t'inspirer ou des choses, pas forcément des gens, mais peut-être des choses qui t'ont inspiré à un moment donné et qui t'ont poussé à te lancer, à te mettre à ton compte, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Il y a eu 3 étapes. Moi, je sais que je suis tombé dans le web à la base avec Théophile Hélier, donc j'avais vraiment des étoiles plein les yeux, en mode waouh, on peut faire des millions sur Internet. J'étais jeune, innocent, voilà. Mais j'ai découvert le web grâce à ça. Et je me suis dit tiens, c'est possible de gagner de l'argent. Je regardais ces vidéos qui dataient de 2014, donc c'était un sacré délire. Depuis, je suis carrément passé à autre chose. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec Stan Leloup de Marketing Mania qui m'a fait dire, OK, on peut vraiment gagner de l'argent, mais cette fois en faisant les choses bien. Donc ça m'a beaucoup aidé à lancer mon activité. Et une autre personne qui m'a poussé à me lancer, je dirais que c'est Jenna Blossom, qui est une très très bonne amie à moi. On était au lycée ensemble. Et qui est la première personne à m'avoir montré que c'était possible de faire de la thune sur Internet en vendant des trucs chelous. Gina, si tu nous écoutes, tu ne fais pas que des trucs chelous, je te rassure. Cool, ouais. Donc, en fait, ce sont des personnes qui t'ont poussé à croire, à se dire, OK, il y a une autre réalité qui est possible, il y a un autre truc qui est possible, et genre, pourquoi pas moi, quoi. Exactement, ouais. À la Ouais. base des bases, c'était vraiment ça. Et après, il y en a eu plein au fil des rencontres. Mes clients que j'avais en tant que prestataire de service ont vraiment été, moi, mes plus grosses sources d'inspiration, puisque tu bosses avec quelqu'un qui fait 1 million par an, ta tête, elle explose, en fait. Et, euh, et ça, Ouais. c'était vraiment chouette. Ouf, ok, cool. Bah du coup, on va revenir sur ton parcours. Alors, on a un point commun tous les deux. Bon, on en a peut-être deux du coup, puisqu'en fait, on a été comédien, on a été à Paris, on a fait une école de théâtre. Tu vas nous retracer un petit peu ton parcours et à un moment donné, on s'est dit bon, l'entrepreneuriat et maintenant on est à fond dans notre truc. T'en es où par rapport à ça aujourd'hui, à ton parcours? Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu et où t'en es aujourd'hui par rapport à tes activités? Yes, par rapport au parcours, moi à la base, je fais mon lycée, je pars à Paris faire mes études et puis je me dis bah je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Enfin, je veux être comédien. Yes. Du coup, je me retrouve à faire une fac de droit pour je ne sais quelle raison, puis une fac de lettres pour je ne sais quelle autre raison, mais ça c'était chouette. Bref, en parallèle, je développe entre guillemets cette activité de comédien. Mais autant te dire qu'elle a pas vraiment décollé. Je me suis retrouvé davantage à faire soit bon, un petit peu du théâtre. On a fait des tournées en France, c'était bien. Soit des figurations dans Golden Moustache et Studio Bagel, les trucs d'internet à l'époque qui pétaient à fond. Mais le vrai argent que je gagnais, c'était à la fin davantage en vendant du popcorn dans un cinéma.
Donc autant te dire que ouais, cette carrière n'a jamais trop décollé et j'ai décidé j'ai réalisé que c'était pas pour moi en 2018, 2017, 2018, lorsqu'il s'est passé deux choses. La première, c'est que je faisais un stage de comédien dans lequel du coup j'étais enterré aussi, enterré, waouh, pas du tout, mais j'ai enterré l'idée en tout cas. J'étais entouré de comédiens, dont une très bonne amie à moi qui, elle, vraiment me disait, moi, quand je suis sur scène, je vibre. Et moi, je disais, moi, quand je suis sur scène, je vibre pas, en fait. Je suis tendu, quoi. Donc, je me dis, il y a peut-être un problème sur les raisons pour lesquelles je fais ça. Je sais que Jenna m'avait aussi challengé sur pourquoi, du coup, pourquoi tu continues de faire ça si tu te bouges aussi peu pour le faire, parce qu'on peut pas dire que je m'arrachais comme je me suis arraché pour le business, tu vois. Et le deuxième événement, c'est que j'étais au Festival de Cannes et j'ai détesté ce que j'ai vu. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est pas un univers dans lequel j'ai envie d'évoluer, en tout cas pour le moment. Waouh. Ça fait, il y a plein de trucs qui font écho de ouf en fait. C'est parce que tu vois là ce que t'as dit juste avant, la façon dont moi aussi, tu vois, je me bats pour le business comparé à ce que j'étais censée me battre pour devenir Ouais, comédienne. On n'est pas sur les mêmes sphères en non, fait. Et je pense qu'il ouais. devait manquer un truc. Et sûrement, et tu sais comment moi je l'ai interprété? Je sais pas si ça peut te faire écho ou quoi, mais je l'ai interprété que un acteur, ça attend beaucoup. Tu sais, ça attend sur les tournages, ça attend un agent qui te dit oui, enfin qui te prend, ça attend un casting qui te dit oui, c'est bon, t'es pris. Tu vois, t'es un peu t'es un peu pas proactif quoi, tu vois, t'es plutôt Mhm. passif et t'es juste actif quand tu tournes, choses comme ça. Tu peux être passionné et tout. Et moi, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis genre trop proactive, un peu leader et tout, tu vois. J'aime bien prendre les devants. Limite, je me serais plus vue réalisatrice, tu vois, et Mhm. faire des trucs, tu vois, que attendre la validation de l'un de l'autre, que machin. Hein. Et en fait, c'est ça qui me poussait pas assez. Et ça fait vachement écho ce que tu me dis et c'est super intéressant. Et la deuxième chose, donc ce que tu dis là, c'est que la deuxième chose que tu as dit, c'était quoi? C'était Festival de Cannes. Ouais, le Festival de Cannes. Ouais, bah le monde artistique Ouais, avec ça m'a pas parlé. avec les inconvénients qu'il a. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que 2018, transition, Yes. qu'est-ce qui se passe? Je réalise que c'est pas ce que je veux. Je quitte mon taf, je pars au Japon pendant un mois, vraiment faire le point sur qui je suis, ce que je veux et découvrir un pays que j'admire depuis que je suis tout petit. Et moi, j'étais à fond dans le sport aussi à ce moment-là. Et on me dit, tiens, pourquoi tu fais pas coach sportif? Bah ouais, vas-y, pourquoi pas? Du coup, je me dis, bah vas-y. En même temps, je découvre qu'on peut faire de l'argent sur Internet. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je vais faire un tunnel de vente et je vais vendre des programmes sportifs, tu vois, avec une connaissance d'à peu près 1% de vraiment l'anatomie, la nutrition. On était sur un bel imposteur quand même sur ce niveau-là. Mais bon, on pouvait aider des gens quand même. Je lance ce business, ça prend un petit peu, je sors un e-book, c'est pas mal. Et au final, je me dis, ok, c'est cool, mais en fait, t'es vraiment à 1% de connaissances là-dessus, donc il faut que tu fasses pas ça. Et les choses qui me parlaient étaient vraiment le marketing. Donc ça, c'est vraiment toute l'année 18. On passe de comédien à coach sportif qui fait des vidéos YouTube un peu à la con. Si tu cherches bien, tu peux retrouver sur YouTube, mais c'est très bien caché. Et à copywriter, en gros, copywriter, marketeur qui accompagne des entrepreneurs à vendre avec l'email. Ok. Et comment t'as transité vers ça exactement? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a switché? Entre le coach sportif Ouais, plus au et niveau copywriter. mindset, qu'est-ce qui t'a fait Ouais. réaliser ou comment tu t'es dit, waouh, enfin, tu m'as dit la rencontre Stan Leloup aussi tout à Ouais, l'heure. il y a eu ça, effectivement, j'ai eu un échange avec Stan où en gros à l'époque il recrutait quelqu'un et moi je m'étais dit bah vas-y je vais me faire recruter par Stan. Finalement j'avais été en lice pour le poste, on s'était retrouvé deux à la fin, ils avaient pris l'autre personne et grand Dieu merci qu'ils aient pris l'autre personne parce que moi du coup j'ai pu construire mon business. Euh, On a eu un échange dans lequel je lui ai dit toi tu vois quoi sur comme avenir sur le marché. Il me dit bah le copywriting ça va continuer à péter. Ça faisait un moment qu'on me parlait de copywriting. Il y avait ce mot en 2018 qui était un peu chelou pour les gens. Ils disaient ouais ça a l'air un peu magique et tout. Et même moi j'entendais et je me disais ok il y a writing dedans, ça a l'air stylé, c'est un métier d'écriture. C'est pas un métier d'écriture mais on en reparlera. Mais il y a le mot writing dedans donc c'est potentiellement un métier d'écriture donc ça va être trop bien. Le sport, la nutrition, ça me fait yesh. Donc
je vais creuser ce sujet-là. Et en fait, je me rendais compte que moi, dans mon business de sport, ce qui me plaisait, bah, c'était la partie créa et vente. Et je me suis dit, bah, autant le faire aussi en prestat de service directement, quoi. Et c'est marrant parce que tu disais, t'étais en 2018, t'as décidé d'arrêter le métier d'acting, mais tu m'as dit que t'as déménagé en 2020. Donc t'as quand même commencé à Paris à faire des trucs et tout ça? Ouais, exactement, ouais. Ça a été pas mal au début parce qu'il y a beaucoup d'événements entrepreneurs à Paris et Ouais. j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal et de rencontrer du coup du monde parmi mes premiers clients et de aussi aller faire du porte-à-porte pour trouver mon tout premier client d'ailleurs. Mais ouais, ça a été les 2 premières années de mon activité où j'étais à Paris et où finalement pour la première fois de ma vie quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à apprécier la ville puisque je me suis dit en fait c'est sympa, mais t'as vite fait le tour quand même, t'as Ouais. vite fait le tour à Paris. Ouais. Et du coup, tu dis, j'ai besoin de soleil, je pars. Je quitte tout. Exactement. Et t'as pas eu peur? Parce que c'est souvent une question que je pourrais avoir. Ce serait avoir peur. Bah, tu vois, t'as commencé à ancrer un peu ton business à un endroit, tu commences à rencontrer des gens, t'as ton client et tout. Bon, après, il y a eu la crise de 2020, donc ce qui a fait que le télétravail et tout en distanciel s'est beaucoup développé. Mais tu t'es pas dit, merde, je vais perdre mes contacts, les gens que je connais, si je déménage? Il y a eu de ça. En fait, on était vraiment dans cette situation où moi, déjà, j'avais fait un business aussi pour être digital nomade. Tu vois, je Ah voulais ouais. partir en Thaïlande et faire ma meilleure vie. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis dit non, je vais rester, je vais créer un truc stable et rentable et je vais pas faire ma folie à faire mon digital nomade. Donc, je suis resté à Paris. Mais par rapport au réseau, en fait, moi, à Paris, j'avais mes potes du cinéma dans lequel je travaillais et je les ai toujours et je vais les revoir régulièrement. Et c'est tout en fait, puisque ma famille habitait dans le 91, c'est-à-dire pas très très loin de Paris. La plupart, enfin ma mère déménage, mon père est au bout Ah du ouais. 91, donc c'est compliqué. Je me dis ok, il y a plus rien qui te retient en région parisienne techniquement. Casse-toi, tu vois, casse-toi. Ok, il y a tes potes, bah tu vas retourner les voir, tu vas les faire descendre à Nice. Mais du coup moi j'arrivais ici parce que justement Charlotte de Postadem, on travaillait ensemble à l'époque. Elle m'a fait découvrir la ville. J'ai fait vas-y, on est entre deux confinements. T'es dans un petit appart à Paris pour le même tarif, tu peux avoir le double à Nice. Franchement, on se casse, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a fait bouger beaucoup de monde. Ouais, ouais. C'est grâce à elle que la ville de Nice bouge Et c'est aujourd'hui. ça. Venez tous à Nice. Donc c'est cool, ok, par rapport à ce parcours. Et juste comment t'expliques, parce que ça m'intéresse un petit peu, par exemple, de te dire comment c'est possible que tu n'aies pas tu t'es jamais posé vraiment à savoir ce que tu voulais. Tu me disais au début, après le bac, c'était un peu flou. T'as commencé une fac de droit, après t'as fait une fac de lettres. Quoique lettres, copywriting, aujourd'hui, Ouais, il peut y ouais, avoir ok. un petit lien. Mais qu'est-ce qui a fait que, tu vois, tu t'es cherché quand même pas mal et que, est-ce que tu crois que c'est, par exemple, l'éducation, le système français, on n'est pas assez, enfin voilà, personne nous aide à nous poser, on n'est pas assez accompagné Euh, à nous je poser avec un papier et un pense, stylo, je veux dire. ouais, ça c'est clair. On ne pose pas, personne ne fait ça, mais en même temps, c'est compliqué de faire ça en dessous de 20 ans parce que tu connais rien à la vie. Donc, qu'est-ce que tu veux prendre des décisions sur ta vie future quand tu sais même pas ce qu'il y a comme possibilité en fait. Donc déjà, on te montre pas ces possibilités-là. Et puis, il y a quand même cette chose où on se fait en sorte que tu fasses des études le plus vite possible pour que tu te Ouais. poses jamais la question en fait, tout simplement. Et t'arrives. Tu finis tes études, t'as 24 ans et t'es là, bon, maintenant, je suis arrivé au bout du game. Il y a un parcours qui est censé être tout tracé qui ne me parle pas. Tu vois, tu fais des lettres modernes, tu fais prof, tu fais prof plus, et tu fais prof de fac et compagnie. Et voilà, et en fait, t'es dans un système un peu pété dont t'as pas forcément envie. Et donc non, effectivement, rien ne m'avait vraiment poussé à me poser ces questions-là. Euh, Moi, je suis un peu le mec un peu du père dans la vie aussi, tu vois. Je prends les choses comme elles viennent et puis je suis très content. Et, euh, et j'avais pas de vision non plus forcément de la vie que j'attendais. Ouais, mais sauf que la preuve aujourd'hui, t'es beaucoup plus épanoui et tu sais que là c'est le bon truc pour toi. Alors après peut-être que tu changeras, mais c'est, tu vois, tu sens que c'est le bon truc pour toi et c'est, je pense qu'on n'est pas assez poussé à réfléchir à ce dont on est fait en fait. Moi aussi, je suis partie sur plein de trucs et au final, et pourtant j'ai pas 40 ans et c'est pas ma crise de la quarantaine quoi. Ouais, ouais, exactement. Ok, t'as des regrets ou pas par rapport à ton parcours? J'en ai un, je pense. Je regrette de pas, enfin, disons que j'ai pas hésité à me lancer.
Quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité qui existait, je me suis lancé tout de suite. Mais ce que je regrette, c'est de pas avoir découvert qu'il y avait une opportunité plus tôt, quoi. Si je m'étais lancé à 21 ans pour faire de l'argent sur Internet, aujourd'hui, je serais multimillionnaire, peut-être, on ne sait pas. Ou alors je serais sous un pont. Mais dans tous les cas, j'aurais aimé plus tôt savoir que ce que je voulais faire, puisque ok, j'étais comédien, mais moi aussi j'avais une petite voix qui me disait putain, la conception de la rédaction depuis que j'ai 20 ans, c'est un truc qui me parle, tu vois, la pub et des trucs comme ça, je trouve ça trop stylé. Mais je me disais, c'est pas pour toi, de toute façon, t'as pas de niveau d'études, t'as pas de diplôme, donc tu vas pas le faire, ça ne sert à rien. Donc tu vas rester comédien et tu vas te concentrer là-dessus, tu vois. Et en fait, si on m'avait dit, bah en fait ton diplôme, ton machin, ton truc, on s'en bat les couilles et tu peux le faire tout de suite et tu peux gagner taquet d'argent et avoir ta best life avec ta vue mère là, et ben j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Ouais, mais c'est ça. Bah, ça va avec la discussion un petit peu qu'on avait avant, c'est-à-dire que ben ça va avec aussi. On se connaît pas même personnellement, ce qu'on a envie. Moi, je suis en train aussi encore d'apprendre à me connaître sur plein de trucs personnellement. Je sais que j'ai de plus en plus besoin aussi de la mer, on va dire. Donc, Ouais, je m'en rapproche dès que je peux. Et ça, c'est des choses qu'on nous apprend pas. Et puis on nous dit, il faut vivre dans une ville, avoir un travail. Et voilà. exactement. Ouais. Le copywriting, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est finalement, selon toi, pour ceux qui pourraient ne pas savoir ce que c'est aujourd'hui et en quoi ils en auraient besoin? Ouais. La définition connue du copywriting, c'est certains vont dire c'est l'art, mais ça je suis pas d'accord, c'est pas un art, c'est quand même plus une compétence, tu vois, c'est la compétence de vendre, on va te dire de vendre avec les mots. Maintenant, moi, c'est une définition avec laquelle je suis complètement pas d'accord. Pour moi, le copywriting, c'est juste prendre un besoin chez les gens, un besoin sur un marché, et le canaliser vers une offre. Que ce soit via du texte ou via un visuel. Voilà, le copywriting, c'est juste vendre beaucoup par écrit, un petit peu visuellement. Pourquoi je dis un petit peu visuellement? Parce que tu as énormément de pubs partout dehors. C'est du copywriting, tu vois. Et parfois, il y a pas de Ouais. texte. C'est les pubs McDo, tu as un burger et ça veut tout dire, tu vois. Mm. C'est de la conception-rédaction. Donc, conception-rédaction, en anglais, c'est copywriting, tu vois. Prendre un besoin, le mettre en relation avec un produit, vendre. Ok, donc aujourd'hui, t'accompagnes principalement qui? En copywriting? Bah, dis-moi tout ce que tu Ok. fais. S'il y Aujourd'hui, a ce que d'autres je choses. fais. Ok, parce que c'est justement, nous, j'ai effectué un grand changement là, justement, récemment. Pendant longtemps, du coup, j'ai accompagné des entrepreneurs sur la vente, sur côté marketing, copywriting, vente. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours en consulting. Pendant plus d'un an et demi, là, moi, j'ai accompagné des copywriters pour faire la même chose, des gens qui se lançaient dans le copywriting. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'ouvrir ça de façon plus globale, en fait, maintenant. Ma cible, ça va être des personnes qui sont moi, en fait, il y a 5 ans, qui suis un peu perdu dans ma vie, qui voit que je peux faire de l'argent sur Internet, qui a plein d'idées, qui a envie de plein de projets, mais qui sait pas faire de la thune, en fait, tout simplement, ou qui sait pas se structurer. Bref, qui a tous ces problèmes de waouh, il y a plein de choses à faire, mais je fais n'importe quoi. Ok, c'est eux que j'accompagne. Créativité très forte, et je leur montre comment, grâce à cette créativité, ils vont pouvoir faire de la thune. S'ils veulent faire du copywriting, je vais leur montrer comment faire. S'ils veulent faire un business en ligne, je vais leur montrer comment faire. Hmm. Et d'où ça vient ce repositionnement? C'est un truc qui est venu au fin fond après une recherche intérieure, une introspection. Tu t'es dit, je veux vraiment accompagner ces gens-là ou parce que tu pourrais te contenter de continuer à accompagner les entrepreneurs ou ceux qui veulent devenir copywriter comme toi? C'est vrai, j'aurais pu faire ça. Et ça a été au croisement de beaucoup de choses en fait. Sur le fait de me concentrer sur les copywriters purs, moi c'est quand même une cible que j'adore et que là je continue d'accompagner dans tous les cas, même dans le cadre de l'ouverture de mon positionnement, tu vois. Néanmoins, il y a des réalités de marché qui font que je ne peux pas continuer à accompagner que ces personnes-là, ou alors si je veux le faire, c'est à des tarifs indécents et ce serait intéressant pour personne. Pourquoi? Parce que le marché des copywriters en France, ça représente probablement moins de 30 000 personnes. Et aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent sur Internet, vraiment, si tu veux si tu veux atteindre tes ambitions et que si ton ambition elle dépasse 200 000 euros par an, un marché de 30 000 personnes, c'est pas assez grand. Sauf si tu vends à 5, 10, 20 000 balles tes accompagnements, ce que je ne fais pas.
Donc en fait, moi, je suis bloqué par mon marché pour faire plus d'argent. Parce que mon marché n'est pas assez gros pour vendre, tu vois. Si j'arrive à juste choper une partie. Donc déjà, structurellement parlant, je pouvais pas. Et même moi, émotionnellement parlant aussi, j'en ai marre de parler de toujours la même chose, putain. Au bout d'un moment, ok, comment créer ton activité de copywriter stable et rentable? J'ai fait le tour du sujet 1000 fois, en fait. Et je me sens enfermé dans un truc qui, oui, me parle énormément, mais qui, en même temps, j'ai envie de parler d'autre chose, tu vois. J'ai pas envie d'être toujours là, comment tu trouves ton premier client, j'ai pas envie d'être toujours là, comment tu trouves, comment tu factures, ou alors comment tu fais du bon marketing, tu vois. Ok, tout ça c'est cool, mais moi j'ai envie de m'ouvrir aussi à d'autres sujets qui vont être plus larges quelque part, de marketing, de business, de relations, on en parle pas mal, de philosophie. Ces sujets où j'étais coincé dans mon truc, moi ça me saoulait en fait. Copy Rockstars, c'est ma marque, c'est une marque qui s'appelle Copy Rockstars, tu vois, tu peux pas faire grand chose avec. C'est pour ça que là, moi j'ai décidé de ouvrir ça davantage avec une nouvelle marque qu'on va bientôt annoncer aussi, mais où à la fois structurellement parlant et émotionnellement parlant, moi je m'y retrouvais plus dans mon business. Ok. Et donc du coup par rapport, mais en fait t'aurais pu aussi juste parce que là, du coup, tu me dis, je répétais tout le temps les mêmes trucs, comment attirer ses premiers clients, mais si ta cible, ton repositionnement va sur des gens qui sont toi il y a 5 ans, ils vont quand même avoir ce genre de questions, hein, non? Ouais. Est-ce que Donc, mais c'est juste que toi, ça t'anime plus de les accompagner eux aujourd'hui. Exactement. À la fois parce que structurellement le marché est beaucoup plus grand, et Ouais. puis je vais pouvoir aussi davantage avoir des entrepreneurs aussi, parce que les entrepreneurs, j'ai remarqué que c'était une cible aussi très différente des freelances. C'est deux cibles à laquelle tu parles différemment, avec des objectifs différents. Et moi, en fait, je suis devenu freelance, pas pour être freelance, mais pour faire de l'argent à l'époque. Et je me reconnais aussi davantage plus dans beaucoup d'entrepreneurs. Et je me reconnais dans les freelances qui, derrière, ne veulent pas faire du freelancing à vie, en fait. Le freelancing, c'est un levier pour créer ton business derrière. Tu vois, c'est ces gens-là que je me reconnais davantage. Et oui, j'aurais pu continuer, mais je me sentais quand même enfermé là-dedans, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, tu différencies bien freelance d'entrepreneur. C'est quoi la différence pour toi, on va dire? Euh, Putain, je vais énerver des freelances en disant ça, mais c'est quelque chose que Ça je reste pense entre être nous. une vérité. J'ai tendance à croire que les entrepreneurs ont des ambitions un peu différentes, tu vois. Ou en gros, moi, le ressenti que j'ai aujourd'hui par rapport à beaucoup de freelances, pas tous, hein, au contraire, justement, nous, les gens qu'on accompagne, c'est des gens qui ont une ambition derrière. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de freelances qui sont dans une démarche de, je veux juste retrouver ma vie de salarié dans le confort de mon salon, tu vois. Ça s'appelle du télétravail, en fait. Mais qui n'ont pas une intention de, je veux créer une entreprise qui va faire de l'argent et que je vais développer, c'est ok, moi je veux juste retrouver mes 2 000 € par mois sur mon ordinateur. Ok, libre à toi. Mais ça ne m'intéresse pas en fait. Hmm. Oui, mais tu sais, je crois pas que tu vas beaucoup les énerver parce que je pense que c'est vraiment ce qu'ils ressentent et moi j'en connais beaucoup. Je vois vraiment la différence et c'est marrant que tu la formules comme ça parce qu'en fait c'est ça, t'as raison. Je pense que le freelance, il est là, il fait son truc, il veut retrouver ses deals derrière son ordinateur dans son salon comme tu dis. Et l'auto-entrepreneur, enfin l'entrepreneur, celui qui commence donc en micro-entreprise et puis après a des ambitions de grandir, veut monter une société et puis on est encore au-delà, par exemple du modèle start-up où là peut-être qu'on est encore un cran au-dessus, où tout de suite ça va être des millions, lever des sous, etc. Ce qui est très différent, mais c'était bien de rappeler cette différence. Et aujourd'hui, donc les entrepreneurs, en quoi finalement ils auraient besoin de toi, de tes services ou les services d'un copywriter, de prendre une formation. Tu vois, là, je prends carrément mon cas aujourd'hui. Tu vois, moi, je suis coach dans le pitch et la prise de parole en public. J'ai des programmes en ligne et j'ai des coachings individuels. Pourquoi moi je devrais faire appel à toi, par exemple? Ok. Il y a une nuance importante à apporter qui va souvent se faire au niveau du chiffre d'affaires en fait ou du budget, mais surtout du chiffre d'affaires d'une entreprise par exemple. En dessous de 150 à 200 000 € par an, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui va gérer tout le marketing que juste le copywriting par exemple. Parce qu'en dessous de 200 000 €, il y a des enjeux de marketing. Avant,
potentiellement d'aller faire des emails. Il y a des enjeux autour de l'offre, il y a des enjeux autour du positionnement. Et derrière, oui, tu auras besoin d'utiliser le copywriting pour vendre. Mais plus qu'un copywriter qui va te faire des emails, mais que derrière, c'est tout ce qu'il sait faire et qu'il sait pas positionner ton offre, le copywriting, c'est quand même, l'offre, c'est plus de 40% d'une vente, en fait. Une bonne offre devant une bonne audience. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si tu fais plus de 200 000 balles par an, tu peux bosser avec un copywriter. Pourquoi? Bah, parce que, ok, soit un copywriter marketeur, du coup, quelqu'un qui a vraiment les compétences pour vendre, pour faire des bonnes offres et les vendre derrière. Et pourquoi? Bah, parce que ça va drastiquement te faciliter la vie pour plein de raisons. Mais moi, j'en vois une en tant aujourd'hui, moi aussi, que quelqu'un qui vend des accompagnements, des formations. Niveau temps, et bah oui, effectivement, parfois, on en parlait en off, écrire des emails, ça peut faire chier. Même si je suis persuadé que s'il y a une tâche que les entrepreneurs devraient faire dans leur boîte, et une des dernières tâches à se débarrasser, c'est ces communications-là. C'est la relation avec leur audience, et ce sont ces emails. Tu vois, s'il y a bien un truc à garder au maximum, c'est ça que tu vas pouvoir ensuite déléguer faute de temps. Et justement, après, quand tu commences à ne plus avoir de temps, que tu veux lancer des nouveaux produits, tu es là en train de te dire, ok, je veux lancer des nouveaux produits, mais il faut que je fasse, ok, positionnement de l'offre, ok, il faut que je fasse une page de vente, ok, il faut que je fasse des emails. Et tu vois une montagne de trucs que tu ne vas pas faire. Là, c'est intéressant de bosser avec le copywriter qui va le faire pour toi. Ouais. Voilà déjà ce que je peux dire. Mais et si je dois faire appel à toi ou un programme en ligne ou quelque chose qui pourrait m'aider, moi aussi, donc là c'est très clair par rapport à avoir de l'aide en tant que copywriter, mais comme on parlait par exemple, ok, on prend l'exemple de la newsletter. Ouais. En quoi moi je devrais, tu vois, en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir des newsletters qui sont lus, tu vois, enfin, ou qui suscitent l'attention. Alors que s'il faut, mes newsletters sont très bien, je ne sais pas, tu vois. Ouais. Et aussi, comment je pourrais... Bon, je sais qu'elles sont pas très bien, mais tu vois, est-ce que c'est le degré d'ouverture? Est-ce que c'est le degré de clic? Enfin, les statistiques, est-ce que tu regardes un peu ça et qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, OK, ça peut être amélioré, il y a des techniques pour que on ouvre tes emails, qu'on puisse s'intéresser à ce que tu écris, etc. En tant que... Si moi, je devais apprendre, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que aujourd'hui, avoir sa propre liste email, donc des gens à qui t'envoient des emails, c'est capital pour la raison numéro 1 que sur un réseau social, quand tu es dans le cadre d'un acte de vente d'accompagnement ou de formation, là je parle pas d'e-commerce, un réseau social, c'est pas fait pour vendre. C'est pas fait pour ça, c'est pas pensé pour ça, les algorithmes ne sont pas pensés pour ça, en tout cas c'est pas fait pour vendre des accompagnements. Pourquoi? Un lien sortant va te faire, par exemple, exploser ton reach, mais négativement. Tu vois, genre, tu fais un post et tu dis, bah tiens, clique ici, paf, tu fais ça sur Instagram, sur Facebook, Facebook il t'enterre, LinkedIn il t'enterre. Ok, ça c'est la première raison. C'est pas un lieu de vente. Le lieu de vente, c'est justement dans tes emails. Autre raison pour laquelle tu veux absolument avoir ça et l'entretenir, c'est que les réseaux sociaux, c'est très très cool. Maintenant, demain, tu as un problème avec ton compte, tu te fais bloquer ton compte pour je ne sais quelle raison, tu te fais pirater ton compte pour je ne sais quelle raison. Tu viens de perdre toute ta base que tu peux pas recontacter comme ça. D'où le fait de prendre leurs emails. Demain, tu te fais péter ton Instagram. Ok, t'envoies un email à ton audience en leur disant « Je me suis fait péter mon Instagram, voici le nouveau », par exemple. Tu vois, et puis tu peux continuer à vendre. Donc, c'est un lieu pour avoir les gens toujours à disposition. Ils se désinscrivent pas, ça c'est comme ils veulent, mais ça c'est comme sur les réseaux sociaux. Et pour pouvoir leur vendre des trucs derrière et avoir leur pleine attention. Alors derrière, tu peux coupler ça avec un canal Telegram si tu en as envie, avec des appels si tu en as envie, mais l'email reste le levier numéro 1 pour être en contact avec ton audience. Ensuite, est-ce que je vais regarder le taux d'ouverture, le taux de clic, tout ça? Non. Franchement, je m'en fous. Non, parfois, je me pose un peu la question. Donc, je me dis, OK, si j'ai 40 000 personnes sur ma liste email, par exemple, qu'est-ce que j'ai là à peu près comme taux d'ouverture? Même si les taux d'ouverture, attention, c'est juste un repère à peu près, parce que les taux d'ouverture sont très très mal suivis. Il y a iOS, je sais plus combien, qui fait que derrière, pareil, ça suit mal, donc tu peux pas dire tiens j'ai envoyé un nouvel email, il a fait un super taux d'ouverture. Non, peut-être, mais tu ne sais pas vraiment. Si tu as fait 5% de plus, ça peut être dû
peut-être à un bon sujet d'email, mais peut-être à du hasard. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de te dire, j'ai 40 000 personnes et j'en ai 10% qui ouvrent. Là, tu te dis, il y a un problème. C'est-à-dire que il y en a 90% sur ma liste qui n'ont rien à foutre de ce que je raconte. Donc, c'est probablement, je peux peut-être faire tous les meilleurs sujets d'email du monde, mais je pense qu'ils ont juste pas envie d'entendre parler de moi, ces gens-là, donc il faut que je les supprime parce que je perds de l'argent à payer pour 40 000 personnes sur ma liste. Voilà ce qui va m'intéresser le plus. Le taux de clic va uniquement m'intéresser pour savoir si les emails sont lus jusqu'au bout et si l'offre intéresse. Mais pareil, si je fais moins d'1%, je me dis, ok, là, potentiellement, soit j'ai trop parlé de l'offre parce que j'ai envoyé 7 emails, au bout d'un moment, on a compris Coco, tu vois, soit vraiment, ça n'intéresse personne, t'as 0 clic et tu dis, ok, personne l'a lu, tout le monde s'en fout, l'offre n'intéresse pas, ok, c'est un indicateur. Le plus important, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment traquer, c'est ta relation avec ta liste, ta relation avec ton audience et l'attachement que ton audience va apporter à toi et à tes emails, en fait. C'est pour ça qu'il va falloir régulièrement communiquer, régulièrement envoyer des emails quali, des emails stylés, pour que les gens se disent « Ah, j'ai toujours envie d'ouvrir, et quand je vois Fanny qui m'envoie un email, eh ben, je veux ouvrir, en fait. Peu importe. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des nouvelles de Fanny, tu vois. Et donc, pour ça, bah, il faut quand même un rendez-vous régulier, il faut faire du contenu de qualité, et c'est en ayant ces ouvertures, en créant une relation avec ton audience, qu'ils vont se dire, ok, moi, c'est chez Fanny que j'ai envie d'acheter, c'est pas chez la voisine, tu vois. Ouais. Et c'est très clair. Trop bien. C'est très clair. Et c'est quoi, juste pour revenir sur ce taux d'ouverture, pour toi, avoir tu sais, 10%, c'est pas assez, mais donc du coup, c'est quoi l'idéal, on pourrait dire, sur ta liste email? Après, tout est aléatoire, mais le fait d'avoir vraiment suscité l'attention dans ton mail, t'as un taux d'ouverture, je sais pas quoi, supérieur à 60%, ça devrait être un peu le goal, tu vois, ou... Ça dépend parce que c'est tout un écosystème, en fait. C'est pas juste un sujet d'email qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que tu fais de la pub pour attirer des personnes? Dans ce cas-là, forcément, derrière, tu vas avoir beaucoup de gens, mais qui vont pas forcément ouvrir parce qu'ils te connaissent pas. T'as été les chercher et ils vont peut-être se dire c'est qui celle-là qui m'envoie des emails. Ensuite, effectivement, ça dépend aussi du nombre de personnes sur ta liste. Plus tu vas en avoir, plus les taux vont baisser. Ça dépend de comment tu entretiens aussi ta liste. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tous les 2 à 3 mois, ceux qui n'ouvrent pas et qui n'ont pas ouvert depuis 3 mois, tu les supprimes? Parce que ces gens-là, faut les supprimer, ils servent à rien. Au pire, ils se réinscriront. Mais s'ils ouvrent pas tes emails et qu'ils s'en tapent, ça sert à rien de les avoir. Et rien que ça, tu supprimes sur 40 000 personnes, t'es à 10% d'ouverture. Waouh, je vais faire des maths en live, ça va pas du tout le faire. Il n'y a plus personne, là. Si, t'en fais 4000. C'est ça. En fait, justement, si t'en as 40 000, que t'en supprimes 90% qui restent qui servent à rien, bam, tu les descends, tu passes sous les 5 000, tes taux d'ouverture explosent parce que t'en as 5 000 qui te lisent, en fait. Et là, tu passes à 80%. Et là, c'est trop cool. Et là, t'as une base engagée. Tu vois, c'est un tout sur lequel tu vas jouer, et justement, tu veux jouer sur tous ces leviers pour toi toujours avoir plus de bons taux d'ouverture de gens qui te lisent et pas t'intéresser aux gens qui te lisent pas. Et alors, et c'est quoi la fréquence des mails, par exemple, quand on veut, voilà, je sais que tu dois sûrement avoir beaucoup cette question, mais quand on est auto-entrepreneur comme moi, tu vois, j'ai ma petite audience, voilà, j'ai quand même quelques inscriptions, mais ça reste pas une grande liste email. J'ai pas non plus envie d'envoyer des milliers de mails, justement. On va dire que j'ai moins de mails, mais plus de qualité, on va dire, avec des gens qui me suivent vraiment. Je vois qu'ils ouvrent les mails, etc. Mais j'ai justement pas envie d'en envoyer trop. C'est quoi le bon format, le bon rythme sur un mois ou sur une semaine? Il n'y a pas de bon rythme en soi. Même si une fois par semaine, c'est déjà moins d'une fois par semaine, c'est catastrophique. Une fois par semaine, c'est peu. Parce que du coup, ok, tu vas créer l'événement, il peut y avoir ton email, mais ton email, il est peut-être aussi enterré sous plein d'autres emails. En fait, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une règle, plus tu envoies d'emails, plus tu vends. Plus tu envoies d'emails, plus aussi tu vas avoir de désinscriptions potentiellement, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, parce que si les gens ils se désinscrivent, qu'ils se désinscrivent, c'est complètement ok. Et si derrière ils veulent se réinscrire, ils pourront se réinscrire. S'ils veulent redevenir clients un jour et redevenir bon client, il n'y a pas de problème.
Plus tu envoies d'emails, plus tu vends. Donc si tu as envie de passer un email par jour, tu peux passer un email par jour. Après, il faut aussi que toi, tu te dises, ok, je vais devoir faire un email par jour. Donc il va falloir que je me crée un système pour faire un email par jour sans que ça me prenne 1 heure par jour, tu vois, par exemple. Donc que ça te prenne 20 minutes par jour peut-être pour écrire un email. Il y a des systèmes pour ça qui sont assez simples. Maintenant, ça c'est le top, et puis il y en a qui sont même à plusieurs fois par jour, tu vois, qui sont vraiment chauds. Pourquoi c'est intéressant de le faire au moins de manière plus régulière? Parce que tu n'es plus en concurrence avec d'autres personnes, mais tu deviens en concurrence avec toi-même. C'est-à-dire que ton prospect qui va ouvrir son téléphone et qui va ouvrir ses emails, il y aura toi, un concurrent, toi, tu vois. C'est-à-dire qu'il aura le choix entre ouvrir l'un de tes emails qui va lui correspondre le plus ou bah, tu vois, parce qu'il y aura toi au maximum tous les jours. T'augmentes ton nombre de chances aussi que les gens lisent tes emails en envoyant plus fréquemment les emails. Et derrière, eux vont faire leur tri s'ils apprécient tes emails. Ils vont dire, bon, bah aujourd'hui je le lis pas, ok, je le saute. Moi, j'ai énormément d'emails que je suis ou j'en lis un par semaine, tu vois. Il y en a un qui me parle par semaine, bam, je l'ouvre. Et j'ai tous les autres. Et je me dis, c'est pas grave, je les ai pas lus, mais je veux quand même rester en relation avec cette personne. Et à un moment, il y a un truc qui va capter mon attention. Maintenant, ça charge 7 emails par semaine. Le volume que je peux te recommander, qui est totalement arbitraire, ce serait 2 à 3 emails par semaine. Ouais. Déjà c'est pas mal. Et après, quand tu fais une promotion, là, c'est effectivement un email par jour, sur toute la durée de la promotion. Ouais. Bon, là, on s'est beaucoup concentré sur les emails, donc, mais merci d'avoir répondu à cette question que tu dois sûrement aussi beaucoup avoir. Et tu parlais justement, il y a des systèmes pour avoir. Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, quelques conseils ou un peu brièvement, je sais pas, les 2-3 points qu'il faut vraiment prendre en compte pour, je sais pas, écrire rapidement, parce que j'ai l'impression que tu vois, quand je me penche sur la question des mails, je me dis, oh là là, ça va me prendre 2 heures, le temps de trouver l'idée, le temps de rédiger le truc, le temps de bien faire le storytelling. Enfin, tu vois, je vois déjà le truc comme une montagne avant même. Tu vois, c'est comme, pour moi, je vais te le mettre au même niveau que tourner une vidéo YouTube. Tu vois, faut mettre le setup de la caméra, faut mettre le micro, faut que le setup il soit ok, faut qu'il y ait les lights, faut qu'il y ait les machins, faut que tu penses à ton contenu, faut que tu tournes la caméra, faut que tu fasses le montage. Enfin, tu vois, je vois le truc un peu comme une maison à chaque fois. Ouais. Comment tu Que ce fais soit ça? le mail ou on peut aussi l'appliquer, je sais pas, je t'ai coupé, mais sur sur les posts Insta Ouais, où tu vois toutes les communications qu'on fait en fait. c'est ça, exactement. Et ça, pour le coup, bah, quelque part, ça gêne personne de faire des posts tous les jours, mais ça devient un problème de faire des emails tous Ouais, les jours. C'est la même créativité. D'ailleurs, je t'invite au maximum, justement. Aujourd'hui, si tu veux un système simple, c'est faire un bon email que tu vas pouvoir dupliquer sur les réseaux sociaux tous les jours, en fait, où tu auras ah ouais, plusieurs idées dans ton email, peut-être, en tout cas une grande idée que tu vas défendre et des sous-idées, et tu peux faire des contenus avec ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment la flemme, mais la flemme fonctionne. Le recyclage, quoi. Maximum de recyclage, un email que tu dupliques partout, sous tous les formats différents, et chaque ligne, tu te dis, est-ce que je peux faire un post à partir de cette ligne? Ok, là, ce que je dis dans cette phrase, est-ce que je peux faire un post, etc., etc. Maintenant, avant ça, il y a 3 étapes pour écrire un contenu. La recherche, il est de trouver une idée, l'écriture et l'édition. L'édition, c'est un peu pour que le truc soit un peu plus propre, même si de plus en plus tu envoies d'emails, moins tu as besoin de trop te faire chier sur l'édition. Pour trouver des idées en illimité, il y a plusieurs systèmes qui vont être avoir une banque en fait d'idées. Toi, dès que tu as une idée, tu la notes, tu la mets dans Notes sur ton iPhone, tu la mets dans Notion si tu veux, peu importe. Dès que tu reçois une question, paf, c'est une nouvelle idée de contenu, une question par email, une question sur un podcast, une question où que ce soit, paf, tu as une nouvelle idée. Tu fais ta bibliothèque et le jour où tu as besoin d'écrire, tu es là, bon bah j'ai pas d'idée, j'en sais rien, bam, tu vas chercher dans ta bibliothèque d'idées. Déjà, ça peut te générer une idée. Si malgré tout, t'es là sur une période où moi ça m'est arrivé, hein, là j'ai plein d'idées, mais c'est pas des sujets que j'ai envie d'adresser en ce moment auprès de mon audience. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais utiliser l'IA en 2023 et peut-être dans les années prochaines, certainement dans les années prochaines aussi, où moi là je m'assiste beaucoup de ChatGPT pour créer mes contenus en fait et des emails. Où maintenant j'ai une méthode, j'ai la méthode fatiguée. Pour créer du contenu. La méthode fatiguée, c'est quoi? C'est ChatGPT qui fait tout le travail, comment on appelle ça, du cerveau, en fait, à ma place. Moi, je vais lui dire, écoute, voici ma cible, donne-moi 3 problématiques de cette cible, ou alors donne-moi 3 frustrations de cette cible, ou alors donne-moi
10 idées de contenu pour cette cible. Et puis je vais faire mon tri à partir de ça. Je fais ah tiens là il y a une bonne idée. Tiens voilà donne-moi les 3 grands points de cette idée, etc. Et je vais le faire vraiment travailler au maximum à ma place pour sortir quelque chose ou au moins pour me trouver des idées. Ok, j'ai mon idée. Il m'a tout généré. Là, moi j'ai fait 3 posts Instagram qui ont été intégralement proposés par ChatGPT récemment. Donc merci ChatGPT quoi. Ensuite, le meilleur moyen d'écrire un email rapidement, c'est de pas l'écrire, c'est de le parler. Donc c'est d'ouvrir ton dictaphone ou n'importe quelle application qui doit exister ou n'importe quelle IA qui existe peut-être maintenant aujourd'hui où tu parles et du coup ça te fait un transcript. Tu parles ton truc. Moi souvent ce que je fais c'est je l'envoie aussi à quelqu'un de mon équipe avec qui je travaille où je lui dis tiens là pas le time, est-ce que tu peux me faire un email à partir de ça? Je lui fais un audio. Je déroule mon machin. Ah, forcément, je vais suivre une structure, mais ça, les structures, ça prend 20 minutes, tu vois. Ok, structure, ok, problème, agitation, solution, par exemple. Bam. Et même si c'est pas structuré, c'est pas grave. Derrière, tu dis à la personne de le restructurer. Et c'est ce que je fais aussi avec ChatGPT. Moi, souvent, je dicte mon machin et je dis à ChatGPT, vas-y, refais-moi ça en suivant cette structure. Et puis, il me fait le machin. Je me dis, merci, putain, c'est trop bien. Mais du coup, tu dictes. En fait, ça te prend 1 minute. Derrière, soit toi, soit une IA, soit quelqu'un va le retranscrire et t'as un email en fait. Et puis toi, derrière, t'as plus qu'à repasser dessus rapidement pour redonner un peu de sens, pour travailler ton accroche parce que c'est le plus important. Et voilà. Merci. Là, je crois que tu nous as donné le truc. Parce que des idées, par exemple, c'est pas ce qui manque. Mais après, le passer à l'écriture, tu vois, genre... j'ai plein d'idées, tu vois, j'ai plein de titres, j'ai plein de trucs, mais genre, je suis là, mais non, mais j'ai pas envie d'écrire sur ça. Et en fait, c'est très bien de le parler. Et dans la structure, t'as dit un truc, juste, je vais être sûre d'avoir bien compris. Problème, agitation, solution? Solution, par exemple. Agitation? Ouais, agitation ou amplification. Ça, il y a beaucoup de copywriters qui le font et qui le font mal. En gros, le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, t'as envie de faire des emails, mais tu trouves pas le temps. Problème. Ok. Amplification. Ouais. Pourtant, tu sais que tu vois très bien, il y a des gens qui font des tops emails, tu vois qu'ils font du chiffre d'affaires avec ça. Toi, t'as qu'une envie, c'est de le faire, mais tu vois, il y a de fortes chances pour que derrière, bah, tu vois toutes les autres tâches que t'es à faire et que derrière, ça coince aussi sur trouver des idées. Et c'est con parce que il y a de fortes chances que tu te dises, putain, il y a énormément de chiffre d'affaires qui est là-dedans et j'en tire pas profit. Là, je viens d'amplifier ton problème, en fait. Je viens de te dire, regarde avec tous ceux à côté de quoi tu passes. Beaucoup de copywriters qui se lancent, eux, vont faire plus tu te sens triste de pas pouvoir faire d'email, et puis c'est dur, et puis voilà, on se fait chier dans ta copie, franchement, fais mieux, quoi. Pardon, petit tacle pour les copywriters, je veux qu'ils s'améliorent. Et ensuite, tu proposes ta solution. Ok, la solution, elle est simple. T'as juste, aujourd'hui, besoin de te reposer sur 3 étapes. Étape 1, tu vas créer une banque d'idées. Étape 2, tu vas dicter tes emails. Étape 3, tu vas repasser dessus. Et si j'ai envie de te faire une offre, je te dirais, bah justement, moi, j'ai un outil qui te permet d'avoir toutes tes idées au même endroit et même que je t'apporte une banque d'idées. Ensuite, je te montre vraiment tous mes outils pour enregistrer vite et compagnie. Et ensuite, je te montre comment éditer grâce à 3 questions surpuissantes pour éditer tes emails. Voilà, ça coûte 45 €. Achète, tu vois, par exemple. Ouais, ok. Mais trop cool. Et ouais, c'était ce mot agitation là qui m'a perturbée, mais trop cool, trop clair, vraiment super clair. Et là, je pense que t'as donné vachement de valeur. J'allais te brancher sur ton sujet favori du moment qui était ChatGPT, mais bon, tu m'as devancé. Donc finalement, tu nous as dit ce que t'en pensais, comment tu l'utilisais et tout. Et juste, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est vrai qu'il faut l'utiliser le plus souvent possible pour qu'il s'habitue à toi, à ta façon de fonctionner, de parler, etc., pour que justement il te sorte le meilleur contenu adapté à ton profil, ou qu'est-ce que t'en penses, ou tu penses que non, en fait à chaque fois il se reset un peu à zéro, quoi? En fait, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Comment ça marche? En tout cas, il faut l'utiliser le plus souvent possible, ça c'est sûr. Moi aujourd'hui, je bloque sur un truc, ok, je le passe sur ChatGPT, ça devient vraiment un partenaire de travail. Ok, tiens, je cherche des idées pour ça, pour générer des idées, c'est génial. Pour générer des idées de business ou pour quoi que ce soit, je sais que moi, les entrepreneurs les plus performants que je connaisse en ce moment, on passe tout par ChatGPT, on fait des échanges et après tu le cadres, tu vois, tu lui dis, tu vas me poser des questions. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai besoin de recruter quelqu'un.
je vais avoir besoin qu'on crée une fiche de poste ensemble, donc pose-moi toutes les Ouais. questions pour qu'on puisse créer une fiche de poste. Et il va te créer ta fiche de poste, en fait, c'est génial. Ça facilite la vie, ça te cadre, en fait. Donc pour ça, c'est trop bien, l'utiliser au maximum, maximum, au maximum. Maintenant, pour ce qui est du délire, il va t'apprendre, il va te comprendre. À chaque fois que tu lances une nouvelle session, à chaque fois que tu ouvres une nouvelle Ouais. conversation, il repart de zéro. Mm. Et je t'invite, à chaque fois que tu as une nouvelle tâche à lui demander, de ouvrir aussi une nouvelle conversation à chaque fois. Tu vois. Par Mm. exemple, moi là, quand j'écris mes emails ou quand je fais des contenus, je suis sur une conversation. Je suis toujours sur la même parce que je lui ai montré le style que je voulais, je lui ai donné, on a travaillé ensemble pour atteindre un truc. Donc, je réutilise celle-là à chaque fois. Je vais pas en ouvrir une nouvelle alors que j'en ai formé un. Par contre, si demain je te dis, bah là, moi, j'ai besoin de recruter quelqu'un et de faire une fiche de poste, là, je vais ouvrir une nouvelle conversation avec. Ouais. Et c'est trop bien que tu le vois comme un allié. Je sais qu'au début, tu as été un petit peu, tout petit peu sceptique au tout début, je pense. Mais maintenant, tu le vois genre comme un allié. C'est trop bien et pas comme un truc, merde, putain, ça va niquer mon business ou... Non? Bah, pour le coup, j'étais sceptique. Non, je me suis jamais trop senti sceptique. Moi, ça fait combien de temps maintenant? On a sorti ça depuis mi 2021, je crois, que je m'intéresse à ces sujets-là. Ah ouais. 2021, ouais, j'ai commencé moi à tester des IA déjà à l'époque. Il y avait des outils qui existaient, qui fonctionnaient sur GPT, mais c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et à l'époque, je me disais, putain, c'est un peu de la merde, mais dans 2 ans on est dans la merde en fait, et ça s'est confirmé du coup. Du coup, c'est ça, c'est vraiment un booster. Et tous ceux qui considèrent ça comme leur pire ennemi, ils font une erreur en fait. Vraiment, c'est un allié. Tous les gens qui disent ouais, ChatGPT pour le coup, ça pour moi, sur un horizon de 6 à 12 mois, plus personne l'utilise parce que c'est bien, c'est un outil, mais comme n'importe quel outil, ça évolue. Ouais. Et du coup, voilà, ça va devenir caduque et on sera sur autre chose, mais le fonctionnement sera potentiellement le même, voire bah, bien meilleur du coup. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je déconseille aux gens d'acheter des grosses formations sur ChatGPT et compagnie parce que bah ok, si t'as 300 balles à foutre et que tu veux un truc qui sera caduque dans 6 mois, fais-le, y a pas de souci, mais tu sais à quoi t'attendre quoi. Maintenant par contre, apprendre à maîtriser les IA et surtout apprendre quelque part à faire une gymnastique avec l'IA et à prendre l'utilisation régulière, ça j'invite tout le monde à le faire parce que aujourd'hui, tout ce qu'on se dit, à chaque fois que quelqu'un dit ouais, l'IA ne peut pas faire ça, rajoute juste un encore dans ta phrase. L'IA ne peut pas encore faire ça. Et je te garantis que sur un horizon de 6 mois Ouais. à 5 ans, l'IA fera tout ce que tu veux. Cool. On arrive à la fin de ce podcast. Merci pour tous ces partages. Merci Avec pour plaisir. toutes ces belles réponses et tous les conseils que tu as pu donner. J'ai encore une question pour toi. Bon, déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut travailler, collaborer avec toi? Le plus rapide aujourd'hui, c'est d'aller sur Instagram sur @pbponcelin. PB pour Pierre-Baptiste Poncelin. Ça, c'est Ok. vraiment là où je suis le plus actif. Ou dans Ok. mes emails, mais du coup, ça passe par Insta, tu vois. Et dis-nous juste ce que tu vends entre guillemets ou qui, enfin, comment t'accompagnes aujourd'hui, quels sont tes programmes? Alors, au jour d'aujourd'hui, j'aime pas du tout cette expression. On a un programme pour copywriter freelance qui est là. Et à côté, on a une communauté en fait pour entrepreneurs qui veulent juste faire de la thune grâce à leurs idées. Là aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est au moins te montrer comment faire 100 000 euros par an avec une toute petite audience. Ouais. Ok, donc deux offres phares. Ok, et on te rejoint sur Instagram. Du coup, Exact. ma dernière question, c'est est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel, puisque c'est le nom de mon podcast? Si oui, où tu en es, ou sinon, qu'est-ce qui te manque pour révéler pleinement ce potentiel que tu as? Waouh, dans la vie, tu veux dire? C'est une question que tu peux interpréter de n'importe Ok. quelle manière. Tu fais comme tu veux. Je pense pas avoir révélé mon potentiel. Je pense probablement jamais y arriver. Je pense qu'on a toujours, voilà, tu peux toujours faire plus. Euh, je pense que je peux travailler davantage aussi à révéler mon potentiel. Je peux faire plus dans ce sens-là, mais pas forcément plus de travail, mais plus d'action pour vraiment être au max. Est-ce que j'en ai envie? Je sais pas. Tu vois, c'est une bonne question. Mais non, en tout cas, c'est sûr que je suis très très loin d'avoir révélé tout ce que je peux faire. Et je sais pas si c'est une course que j'ai envie de courir.
Eh ben écoute, très bonne réponse. Il n'y a pas de réponse parfaite. Tu sais, certains me redisent, j'ai révélé mon potentiel à 60%, 70%, d'autres se disent Ok. non, jamais. Donc, c'est juste une question libre. Ben, en tout cas, merci à toi. Est-ce que tu as une dernière citation, un mantra ou quelque chose que tu te répètes ou que tu répètes à tes coachés, à tes accompagnés pour les motiver ou pour te motiver toi? Ouais. J'en ai une qui est sur mon fond d'écran. Alors bouge pas, est-ce que je peux trouver mon fond d'écran? Non, parce que j'ai 10 000 bureaux ouverts avec 45 onglets. On dirait moi. Cette phrase, du coup, en substance, c'est fais quelque chose, fais-le mieux, fais-le encore mieux, et ensuite fais autre chose. Ah, pas mal. On va terminer Voilà. sur ça. Ok, trop bien. Très bien, je prends note. J'aime beaucoup. Eh ben écoute, merci à toi pour ton temps et ta disponibilité. Avec plaisir. Merci à toi, vraiment. J'ai passé un super moment. Et puis ben on se dit à bientôt. Yes! Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.